Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver par cette belle et chaude journée d'été. Vous voyez, j'ai sorti mon beau chapeau pour vous parler du Nikon Z9 et plus exactement du fait que je vends mon super boîtier, mon très beau Z9. Eh bien, on voit pourquoi ensemble, tout de suite dans ce film. Alors oui, je vends ce boîtier, il est d'ailleurs même déjà vendu. J'en suis pourtant très content, mais il y a un certain nombre de reproches que je peux lui faire après un an d'utilisation, des dizaines de milliers de photos, autant de vidéos, peut-être même plus de vidéos que de photos d'ailleurs. Et j'ai un certain nombre de griefs à lui reprocher au Z9 et puis aussi beaucoup de très bonnes choses. Donc on va voir ça ensemble, c'est un bilan après cette année écoulée que je voulais faire avec vous avant de changer de boîtier. Alors dans les griefs, bien sûr, et c'est d'ailleurs ce qui justifie son changement, c'est le poids et l'encombrement. Le Z8 est là, ouf, merci Nikon d'avoir sorti enfin un boîtier plus léger, un peu comme il l'avait fait avec le D3 et le D700 il y a quelques années. On a les mêmes caractéristiques, on a les mêmes performances. Pratiquement, on verra ça dans le test du Z8 que je ferai bien sûr dans les semaines à venir. Eh bien cet encombrement, bien sûr, dans mon utilisation, chacun a une utilisation particulière. Moi, je fais beaucoup de sport, beaucoup de montagne, voire même de haute montagne. Vous savez que j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle MPP Freeride, ma petite planète Freeride, dans laquelle je mets beaucoup de films de montagne. Eh bien, quand il faut traîner 1,3 kg de boîtier nu, sans objectif, à plus de 3000 ou 4000 mètres d'altitude, chaque gramme compte et là ça fait vraiment du poids qui pour moi est presque rédhibitoire. Ces dernières semaines j'avais même tendance à le laisser à la maison tellement je trouvais ça lourd et difficile à emmener en montagne. D'accord, c'est une utilisation particulière, je vous le concède, tout le monde ne va pas se balader aussi haut. Il y a aussi un certain nombre d'autres petits reproches que je fais au Z9. Je voulais les lister avec vous pour vous permettre de prendre vos décisions d'achat en toute connaissance de cause. Je vous le rappelle, je suis totalement indépendant et libre de mes paroles, donc c'est très facile pour moi de vous dire exactement ce que je pense de mon matériel, contrairement peut-être à d'autres. Alors d'abord, on a parlé de l'encombrement, mais avec un boîtier d'un tel gabarit, j'aurais aimé un écran encore plus grand. Lorsque je visualise mes photos sur l'iPhone, un iPhone 14 Pro Max, c'est tellement plus confortable. Donc dans une taille aussi imposante, l'écran aurait pu être un petit peu plus grand. Bien sûr, il est orientable dans différents sens, à la fois vers le haut et vers le bas, et puis aussi sur un côté, de cette façon-là. Donc ça c'est très bien quand on veut faire du vertical au ras du sol. Par contre dans l'autre sens, ça ne fonctionne pas. C'est de toute façon bien mieux qu'un écran sur rotule, parce que l'écran sur rotule, il va décaler la visée, et pour moi, c'est quand même un inconvénient. Là, l'écran reste toujours dans l'axe de visée, et c'est vraiment bien mieux comme ça. L'ergonomie, je ne vais pas m'étendre dessus, elle est très bonne, il y a vraiment assez de boutons, il y a des boutons assignables, même si là aussi le petit reproche c'est quand même que l'assignation des boutons, la préparation des sous-menus et des réglages A, B, C, D est parfois fastidieux, donc on pourrait là aussi travailler sur la facilité d'utilisation. Bon, après, vous allez me dire, c'est une question d'expérience, et une fois qu'on a paramétré un petit peu tous les boutons que l'on veut, on y arrive quand même assez facilement. Autre chose qui est très importante pour moi, c'est ce fameux bouton I, le bouton I qui se trouve ici. On a vraiment la possibilité avec ce bouton qui est totalement paramétrable au niveau des menus, de choisir tous les menus qui sont importants pour sa propre pratique et on se fait son boîtier exactement, son setup comme on dit, sa préprogrammation de boîtier aux petits oignons exactement comme on le souhaite. Donc les modes ABCD, pas forcément toujours évident à régler. Par contre, le i avec les pré-programmes, là c'est vraiment génial. Le rétroéclairage des boutons, ça c'est un grand classique sur les monoblocs Nikon, mais ça fait toujours plaisir, c'est vraiment agréable quand on fait de la photo de nuit, de l'astronomie, bref, dans plein de situations, en concert, c'est juste parfait. Les capacités de rafale, là, elles sont suffisantes à mes yeux. On arrive jusqu'à 120 images secondes en JPEG en photo. Et pour la vidéo, je vous parlerai des codecs tout à l'heure, mais alors là on a vraiment du lourd, pas seulement au niveau du poids du boîtier, mais vraiment on peut faire absolument tout ce qu'on veut. C'est le boîtier le plus complet du marché en enregistrement interne et de loin, donc là vraiment il n'y a rien à lui reprocher. Alors parlons de la F si vous voulez bien.
L'AF, j'ai consacré déjà plusieurs films à l'AF du Z9 et vous allez voir que ça marche vraiment très très bien dans une très grande majorité des cas. Lorsque vous utilisez un 70-200Z par exemple, avec une belle lumière en sport, c'est juste magique. Si vous avez un 85 1.8 ou un 2, mais même déjà avec le 1.8, au niveau portrait, avec le suivi de l'œil, c'est un régal, vous ne pouvez plus rater un portrait en mariage, en reportage, c'est génial. Par contre, si on veut utiliser des focales un petit peu plus longues, qui sont peut-être un peu plus anciennes, typiquement le 200-500 par exemple, avec la bague FTZ, et qu'on veut faire du suivi d'oiseaux, là je peux vous assurer qu'on est loin des 2 ou 3% de taux d'échec de photos ratées qu'on peut avoir avec un 70-200Z ou des optiques plus courtes. Et ce n'est pas qu'avec cet objectif, j'ai eu l'occasion de tester le 400-2.8Z, j'ai eu aussi le 100-400, j'ai eu le 400, enfin bref, toutes les dernières optiques Z qui sont sorties en longue focale, sauf le 600 que je n'ai pas encore testé, mais ça viendra. Mais toutes ces grandes focales ont à peu près les mêmes caractéristiques, à savoir une accroche qui est parfois un peu hésitante lorsque vous avez un fond qui est assez présent et que la cible est trop petite. Alors bien sûr, ce sont des caractéristiques qui sont difficiles. Suivre un oiseau sur un fond de forêt, par exemple, classiquement, eh bien, le Z9, avec l'ensemble de ses objectifs, a un taux d'échec qui est quand même encore assez élevé. Il ne faut pas croire tout ce que l'on peut vous raconter sur le net. Il y a bien sûr des situations où ça fonctionne, mais il y a aussi un certain nombre de situations où ça ne fonctionne pas. Je vous montre un certain nombre d'exemples. On peut imaginer que ça aille de mieux en mieux parce que contrairement à d'autres marques, Nikon a une politique de mise à jour qui est quand même très bien pensée, très forte. D'abord, les mises à jour sont plutôt faciles à réaliser. Et il y a de nombreuses mises à jour. Moi, je crois que je suis à 3 ou 4 mises à jour déjà depuis que j'ai acheté ce Z9. Et à chaque fois, ça apporte son lot d'amélioration. Ce sont pas toutes les marques qui font ça. Donc ça, c'est un très bon point. Et on peut imaginer que le Z9 continuera de progresser sur les longues focales avec des sujets petits, peu contrastés par rapport à l'arrière-plan. C'est vraiment le point qui est le plus critique. Autre point qui peut poser problème, ce qu'on appelle le banding, enfin en tout cas les scintillements divers et variés qu'on peut avoir avec des lumières artificielles. Oui, c'est vrai, ça existe dans des circonstances spéciales, particulières, avec un certain type d'éclairage et surtout en vitesse élevée. Moi, à chaque fois que je suis descendu en dessous de 250 voire 125e, tous ces phénomènes-là ont disparu. Par contre, si vous avez vraiment besoin de vitesse, typiquement en sport indoor, et que vous l'êtes au 500e, au 1000e ou 2000e, avec certains éclairages, vous allez avoir des phénomènes de bandes qui vont apparaître ou des scintillements désagréables des lumières artificielles. Alors, Nikon a essayé de résoudre le problème, pas totalement, mais en partie, en permettant de faire varier un petit peu la vitesse d'obturation, sans être sur des vitesses tout à fait pleines, c'est-à-dire qu'on n'est plus au 1 centième de seconde, on va être au 1,98e ou au 1 102e, peu importe. Donc on fait varier un petit peu et parfois on se désynchronise par rapport à la lumière émise, la lumière artificielle émise, et ça s'améliore. Là aussi, ne croyez pas que l'herbe est plus verte ailleurs forcément. Il y a ce phénomène apparaît sur pratiquement tous les boîtiers et donc voilà, ça existe, c'est en voie de résolution, c'est pas totalement résolu et ça peut gêner dans certains cas. Toujours dans les petits reproches, on peut aussi parler de la multiplication des zones AF. Nikon en a rajouté lors des mises à jour. Moi, je trouve que ça me complique la tâche. Ça devient extrêmement pénible de choisir exactement la bonne zone. D'autant, heureusement, que la zone automatique fonctionne très bien. Donc, moi, je suis souvent en zone automatique, sauf quand, effectivement, j'ai un sujet très délicat. Je vous ai parlé des oiseaux lointains. Là, je vais essayer de centrer une zone AF sur l'oiseau, la plus petite possible. Et ça améliore très légèrement les conditions de mise au point. Alors, dans les autres défauts que j'ai pu constater, heureusement, c'est pas arrivé très souvent. J'ai eu parfois un gel de l'image dans le viseur, avec une image qui ressemble à un téléviseur des années 70 qui a du mal à choisir la bonne fréquence pour aller se caler sur la bonne chaîne. Donc on a une image qui est totalement déformée avec des franges orange, violette, bleu et pas moyen d'accéder à quoi que ce soit comme réglage. On n'a plus d'accès sur le boîtier. On est obligé de l'éteindre et de le rallumer pour enlever cette frise, ce gel d'image. Donc voilà.
mais ce n'est arrivé qu'une dizaine de fois dans cette année et la mise hors tension de l'appareil a permis tout simplement de repartir ensuite en remettant en route dans des conditions normales. Voilà grosso modo un petit peu l'ensemble des petits défauts plus ou moins importants, plus ou moins gênants que j'ai pu constater dans une année d'utilisation du Z9. Il faudrait aussi parler de l'ensemble des possibilités qui sont offertes en vidéo. Là aussi, est-ce que le mieux est l'ennemi du bien? À vous de me le dire, à vous de choisir. Il faut savoir que le Z9 est le seul appareil sur le marché, à ma connaissance, à avoir autant de possibilités, autant de codecs, surtout en enregistrement interne. Donc tout se passe sur la carte, les cartes CF Express, puisqu'il y a 2 cartes CF Express, il y a 2 slots. D'ailleurs, ces cartes, elles ne sont pas données, hein, je vous le rappelle, parce que c'est extrêmement exigeant en mémoire, ces petites bêtes, surtout si on choisit des grosses résolutions. Donc là, c'est pas un problème, c'est un choix à faire. Ma vraie question, c'est de savoir, mais qui se sert d'autant de codecs, d'autant de possibilités en vidéo? Alors, j'en discutais dernièrement avec certains responsables de magasins et des responsables de chez Nikon France. Ils m'ont tous avoué la même chose. Et d'une, ce boîtier est vendu en très grande majorité aux amateurs et pas aux professionnels. Donc quand on connaît le prix, ça laisse un petit peu pantois, mais enfin bon voilà, c'est comme ça. Mais quand je dis en très grande majorité, c'est que la proportion, elle est énorme. Et une très grande majorité également de ces utilisateurs amateurs ne font pas de vidéo, ou très peu. Qui connaît la différence entre un H264, H265, un 8 bits, un 10 bits, un 12 bits, un RAW, un log, un N-log, bref, un ProRes, un ProRes RAW. J'arrête là. Quand je parle de cadence d'image, on est sur des cadences d'image folles. Sur ce boîtier, on monte, je vous le répète, jusqu'à 120 images secondes en photo. C'est un truc de dingue. En JPEG uniquement, bien sûr, mais et sur un crop réduit. Mais bon, c'est quand même juste dingue. Une chose qu'il fait aussi très bien, c'est le 120 images par seconde. Moi, je suis extrêmement souvent en H265 10 bits, 120 images par seconde, en SDR, parce que le log est plus difficile à manipuler, je trouve. Donc, et ça me donne des résultats mais absolument géniaux. D'autant que le 120 images par seconde, il conserve le son d'origine, donc je peux très bien le cadencer à 30, à 50, à 60, voire une multitude d'ajustements de le nombre d'images par seconde que je vais choisir pour régler le ralenti que je veux, idéalement pour l'ajuster sur ma timeline au montage. Un défaut qui n'est pas un défaut, c'est plutôt un défaut de sa qualité, c'est que ces formats qui sont extrêmement qualitatifs, quand on fait du ProRes RAW en 12 bits, on a une image qui est folle, qui est définie, qui est pleine, qui est très riche. Mais la mémoire qui est utilisée est juste démoniaque. Moi j'ai une carte de 320 Go, lorsque je mets le plus gros format sur ce Z9, j'enregistre 5 minutes, uniquement 5 minutes sur ma carte de 320 Go. Donc là ça veut dire qu'il va falloir soit des disques externes, mais après il va falloir aussi manipuler ces images. Les ordinateurs sont extrêmement vite sollicités et de façon très importante. Personnellement, j'ai un Mac M1 avec 16 Go de RAM. Bon, ça marche plutôt bien tant que je reste sur des formats raisonnables, jusqu'au ProRes, jusqu'au 10 bits. À partir de 12 bits et du RAW et du log, là, ça rame. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Hein. Donc ça, c'est aussi à savoir, si vous avez l'intention d'utiliser toutes les possibilités vidéo de ce Nikon, vous allez vite devoir investir sur des ordinateurs extrêmement performants et donc beaucoup plus chers. Je vais vous parler de la montée en ISO. Alors c'est assez contrasté mon histoire parce que là aussi il y a à boire et à manger. Alors je vous avais préparé tout un tas d'arguments, d'exemples, bref, tout un petit dossier assez sympa sur la montée en ISO, avec des limitations quand même assez marquées à partir de 5 à 6000 ISO sur le Z9, surtout en cas de sous-exposition. On avait une montée du bruit dans les ombres et puis une dégradation des détails qui était
quand même assez notable. Et puis les dernières semaines, voire les derniers jours, ont vraiment bouleversé totalement cette donnée avec l'apparition d'abord dans un premier temps de DxO, enfin l'apparition avec leur dernier process d'algorithme de réduction de bruit, et puis Adobe vient de faire aussi avec la dernière mise à jour de Lightroom quelque chose d'extraordinaire avec une réduction de bruit intelligente, AI, donc intelligence artificielle, et on a maintenant des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Alors je vais vous montrer ça bien sûr, on va prendre une image à 12800 ISO qui est quand même une image on va dire exposée à peu près correctement. J'ai pas fait de correction d'exposition et donc je suis sur un 60e et sur une image qui est à peu près propre, mais quand on agrandit, on s'aperçoit bien vite que le bruit est quand même très présent dans les ombres, dans le ciel. Vous voyez, moi ça, j'aime pas du tout. On n'a plus beaucoup de détails non plus. Bon, vous allez me dire, c'est normal, 12800 ISO. Eh bien non, je trouve que c'était pas satisfaisant. Je dis c'était pas parce que je vous ai fait un process, on va le regarder tout de suite. Donc là, voilà, c'est avec le module développement. Je vous montre ça, comment ça se passe. Module développement. On a ici dans le module détail réduction de bruit et on peut réduire le bruit et voilà le résultat. C'est juste incroyable. Donc là, l'image n'est pas traitée et je vous la montre traitée. C'est juste dingue, on est à 12800 ISO. Le Mont Blanc derrière M2000 est parfaitement détaillé, le ciel est superbe, il n'y a plus de bruit. Là je suis quand même bien agrandi, hein, si je vous mets en taille réelle. L'image est parfaite, mais quand je dis parfaite, elle est juste parfaite. Alors ce problème de la montée du bruit sur le Z9 en sous-exposition, dans les parties sombres, etc., est en passe d'être derrière nous grâce à ces logiciels. Moi, je suis intimement persuadé qu'on va avoir ça de plus en plus maintenant en traitement en interne sur les boîtiers. En tout cas, c'est ce que j'attends, c'est la prochaine évolution. Et là, il n'y aura plus de soucis et j'espère même que l'on pourra monter sur des sensibilités encore bien supérieures, 50, 100 000, 500 000 ISO. Vous pensez peut-être que j'exagère, mais je suis là aussi sûr que dans les mois, les années à venir, on va avoir des montées en ISO qui vont être incroyables, justement grâce à la recomposition en interne à partir d'images comme ça qui étaient brutées au départ et qui ne le sont plus. Je vais m'arrêter là sur l'analyse de la montée en ISO et du bruit sur le Z9 parce que vraisemblablement avec les nouvelles capacités logicielles, ce n'est plus du tout un problème. Et pour finir, on va parler aussi de la gamme optique Z, qui est en train d'évoluer, hein, qui s'enrichit pas tous les jours, mais pas loin, mais qui reste quand même avec un certain nombre de contraintes. D'abord, je trouve que le prix des optiques est monté de façon exponentielle. Ça devient un petit peu compliqué à suivre. Hein. Je ne vous parle pas des gros tromblons, hein, un 600Z à 17 000 balles, un 402.8 à presque 14. Bon, ça a toujours été très cher, même si là aussi les prix ont quand même bien augmenté. Mais même dans des optiques plus raisonnables, on a des prix qui sont quand même assez chers. Regardez un 50Z, combien ça vaut? Un 51.8, ça reste quand même plus cher que ce qu'on pouvait avoir dans la monture F précédente. Et puis, inconvénient aussi important, à part les 2 ou 3 derniers objectifs qui sont sortis, je pense au 28, au 40 et au petit pancake, la plupart des objectifs, en particulier la série qui ouvre à 1.8, sont certes pas trop lourds, mais extrêmement gros et encombrants. Là aussi, voyons ce que fait la concurrence et ça ne se passe pas toujours de la même façon. Je ne parle pas des ouvertures 1.2 qui sont extraordinaires. Je vous ai testé le 50 1.2, je vais tester aussi le 85. Ce sont des optiques merveilleuses, mais alors mince, 1 kg, 1 kg 2, 1 kg 3, un encombrement de dingue. Ça devient difficile à supporter, en tout cas pour moi. J'attends bien mieux de ce côté-là et au moins avoir des optiques, pourquoi pas, qui ouvrent à f1.4 ou sûrement plus à 1.8, mais avec un encombrement bien moindre. C'est vraiment ce que j'attends de la part de Nikon.
Alors ce Z9 en conclusion, eh bien c'est certainement ce qui représente l'état de l'art actuel. C'est à mes yeux certainement un des meilleurs, peut-être même le meilleur boîtier qui existe sur le marché, par la polyvalence qu'il représente, à la fois la capacité de faire du reportage sportif, du studio, de la photo et de la vidéo. Bref, c'est vraiment génial. Alors pourquoi je le vends? Je vous l'ai dit, parce que je le trouve trop gros et trop lourd pour ma propre utilisation. Merci Nikon d'avoir fait le Z8. Enfin, je vais avoir un boîtier un petit peu plus léger avec les mêmes capacités, les mêmes performances que le Z9. Pour autant, on peut quand même avoir quelques améliorations, que ce soit sur le Z8 ou le Z9, en particulier au niveau de l'AF, sur des sujets lointains, petits et présentant peu de contraste par rapport à l'arrière-plan. Je pense que là aussi, des mises à jour peuvent intervenir et peuvent bien améliorer les choses. Nikon a démontré qu'ils étaient extrêmement sensibles à ces améliorations et je suis confiant sur leur capacité à améliorer ce point. Autre chose qui me paraît vraiment très importante, c'est l'interface utilisateur. Je pense qu'il faudrait avoir en fait deux interfaces. Une interface pour les pros et les amateurs experts, ceux qui ont vraiment envie de se plonger dans le réglage. Ce qui existe est parfait, on a vraiment une multitude de possibilités, c'est génial. Mais pour une grande majorité des utilisateurs, c'est un casse-tête et c'est difficile à exploiter. Et du coup, on passe souvent à côté des performances que peut offrir le Z9. Ou bien sûr le Z8. Donc j'aimerais là aussi qu'il y ait une possibilité de réglage de setup pro et de setup un petit peu plus assisté, où là l'intelligence artificielle, le deep learning des boîtiers nous permettrait d'avoir des raccourcis avec des automatismes plus importants, plus faciles à utiliser. C'est vraiment une refonte de l'interface utilisateur. Je pense que Nikon devrait se pencher sérieusement sur ce problème-là, ce qui permettrait à un plus grand nombre d'utilisateurs de profiter des performances exceptionnelles de ces boîtiers. Enfin, on a parlé longuement du poids et de l'encombrement du Z9 et l'amélioration est sensible avec le Z8 et j'attends la même chose au niveau des optiques Z. Toutes celles que j'ai testées sont vraiment excellentes, bien meilleures que la gamme F précédente, mais elles sont trop grosses et trop encombrantes. Là aussi, il faut une petite révolution pour faire des optiques plus légères, moins encombrantes et tout aussi qualitatives. C'est mon dernier souhait et puis là, on aurait quelque chose de pratiquement parfait. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire un petit peu au niveau du Z9. Alors plein de choses qui arrivent très vite sur la chaîne. Bien sûr le test du Z8, je vous en avais parlé longuement. Et puis aussi beaucoup d'autres choses pour les amoureux des vélos, que ce soit en route, avec Colnago, en VTT, avec de belles surprises. Et bien là aussi il y aura pas mal de vidéos à venir. Alors je compte sur vous, abonnez-vous et à très bientôt. Ciao, bye!